Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines, nous les mettons sur la table et avec un invité sur le plateau, nous en parlons. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée sur les dernières sorties médiatiques de M. Martin Fayulu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il, oui ou non, violé la Constitution? Doit-il être mis en accusation par le Parlement? Nous parlerons de ça. On reviendra sur ce nouveau sujet d'insultes qui commence de plus en plus à prendre corps. Vous le savez, un combattant de l'UDPS a insulté publiquement Janine Mabunda. À cela, il faut également ajouter quand même Bijou Goya qui s'est vu insulté gratuitement par le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Il y en a comme ça une batterie des insultes. Est-ce que la classe politique va nous amener aujourd'hui dans les insultes? On parlera de ça pour terminer peut-être avec cette histoire des suffrages universels et indirects. Il faut désormais commencer à élire le président de la République par le Parlement. Est-ce bon? Est-ce mauvais? Quels sont les bons côtés, les mauvais côtés? Nous ferons également un focus là-dessus. Ce soir, notre invité, c'est M. Alain Bolodja. M. Bolodja, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la NCO. NCPO, Nouvelle Classe Politique de l'Opposition. Nouvelle Classe Politique d'Opposition, ça veut dire quoi? Vous venez dans l'idée de reformer dans l'opposition ou Non, mais bien évidemment, parce que nous avons constaté qu'il y a un sérieux problème déjà sur le plan perceptuel et surtout conceptuel par rapport à la vision que nous devons nous faire sur l'État. Et étant donné que nous ne soutenons pas les institutions qui sont en place, nous avons opté pour être dans l'opposition. Et dans l'opposition, nous voulons effectivement amener un nouveau paradigme par rapport à la gestion du pays, permettre à ce que le pays puisse avancer, parce que d'ici 2060, on va totaliser 60 ans, et 100 ans, et fort malheureusement, nous ne sentons pas le germe de l'émergence, ou sinon la vision, la volonté de nous amener dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Voilà pourquoi nous amenons cette nouvelle philosophie. Nous sommes NCPO, qui veut tout simplement dire un caucus qui regroupe en son sein le politicien non aligné, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres de partis politiques jusque-là. Voilà. Donc quand vous arrivez au pouvoir, alors là vous changez, vous devenez la nouvelle classe politique dans le pouvoir ou quoi? Je comprends pas. Le problème c'est que ce sont vous êtes quand même des hommes politiques et l'objectif principal d'un homme politique c'est de conquérir le pouvoir. Vous arrivez au pouvoir aujourd'hui, vous devenez quoi? Nouvelle classe politique du pouvoir ou... Non, mais la question, elle est importante, elle est pertinente. Mais nous voulons d'abord avoir ces caucus-là. Et au sein de ces caucus, nous avons l'ambition de créer 3 partis qui vont reprendre pratiquement les deux principales idéologies. C'est-à-dire que nous aurons un parti socialiste, un parti libéral, et nous allons aussi créer un parti centriste justement pour nous permettre de migrer vers un regroupement politique. Voilà. Et donc ceux qui voudront pourront aller soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Soit au centre, mais membres de ces partis politiques-là. Oui. Et je rappelle que malgré ça, vous êtes quand même en alliance avec la Mouka, avec Martin Fayulu. Bon, je ne sais pas si vous parlez de la Mouka ou de Martin Fayulu, mais ce qui est vrai, nous sommes partenaires à Martin Fayulu et nullement à la Mouka. Comment vous faites? Vous extrayez l'individu Martin Fayulu à la Mouka? Non, mais bien évidemment, parce que dans leur regroupement, dans leur plateforme, ils ont commencé d'abord à signer, ils ont signé en tant que personnalité, sinon en tant que représentant d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Ce n'est pas qu'ils ont tous postulé en tant que membres de la Mouka. Nous soutenons la démarche de Martin Fayulu sur l'exigence du choix de la population. Nous avons constaté que... C'est-à-dire quoi? La question de la vérité des urnes? Bien évidemment. Vous soutenez ce combat-là? Nous soutenons ce combat parce que nous considérons que c'est un impératif constitutionnel. Et c'est sur cet élément-là qu'on a donné la charpente à la Constitution. Et donc nous considérons que M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Voilà pourquoi nous disons qu'il a été capilocratiquement élu, parce que le contraire de la démocratie, c'est ce qu'on nous impose ici, c'est-à-dire avoir un président qui est choisi par la seule volonté de M. Kabila. Voilà. Mais puisque vous soutenez Martin Fayulu, vous soutenez certainement les prises de position de Fayulu. Vous avez suivi l'actualité récemment, Fayulu a reçu Théodore Ngoy, et au sortir de cette audience, il soutient la démarche de la mise en accusation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour violation de la Constitution. M. Bolodja, est-ce que le président en nommant les juges a-t-il violé la Constitution, oui ou non, selon vous? Au-delà de la nomination, il y a aussi un problème de la désignation.
Parce que lorsque nous lisons très bien l'article 158 de la Constitution, mais aussi la loi numéro 13/026 de 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en son article 6, on va se rendre compte que c'est vrai qu'il y a l'article 150 et l'article 158 qui voudraient assez que le juge de la Cour constitutionnelle provienne notamment du Conseil supérieur de la magistrature, mais le constituant a voulu anticiper ou sinon éviter assez qu'il y ait dérive. Il a voulu assez que les 3 juges du Conseil supérieur de la magistrature soient effectivement proposés parmi les agents de carrière de ces secteurs-là. Mais il y a aussi 2 autres composantes. Il y a l'institution président de la République et les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès, qui peuvent aussi présenter à chacun 3 personnes. Si la désignation s'est faite à ces niveaux-là, mais la sortie de ces personnalités qui sont choisies pour gérer cette instance ne dépend pas des humeurs de ces 3 composantes-là. C'est-à-dire que le constituant voulait assez que, bien quand même que le président peut se choisir 3 personnes, mais la sortie dans cette institution ne dépende pas des humeurs de personnes qui ont choisi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inamovibilité des gens qui sont nommés. Bien évidemment, mais il faut aussi rappeler, contrairement à ce qui s'est dit, le juge de la Cour constitutionnelle a un statut particulier. Vous pouvez parcourir la Constitution. On n'a pas donné beaucoup de précisions pour la Cour de cassation et pour les autres. La Cour constitutionnelle. Dans la Cour constitutionnelle, on a précisé sur le mécanisme de sortie et d'entrée. Mais dans d'autres, on n'a pas donné beaucoup de précisions justement parce que les juges de la Cour constitutionnelle ont un statut particulier. Déjà au départ, par rapport à leur vision, vous allez vous rendre compte que le juge de la Cour constitutionnelle constate la constitutionnalité des actes, mais aussi juge le président de la République et le Premier ministre par rapport aux questions à caractère pénal. C'est-à-dire que s'il y a violation de la Constitution, ce sont ces juges-là qui doivent... Vous ne dites toujours pas là où le président de la République a violé la Constitution. Il a violé non seulement par rapport au principe de désignation, mais aussi par rapport à l'acte de nomination. La Constitution dit que les magistrats sont nommés par le président de la République. Oui, mais la désignation... l'acte contraire. Non, l'acte contraire... Le président qui nomme, il peut reprendre, il peut promouvoir. Non, c'est ça en fait le problème. Le principe de l'acte contraire par rapport à la Cour constitutionnelle ne peut pas être mis en exergue. Tout simplement parce que le président de la République ne peut désigner que 3 personnes et non 9. Non, mais même les 9 et puis, qui sont désignés ailleurs entrent en fonction après une nomination. Après nomination, président de la République. Bien évidemment, après nomination. C'est lui qui a la charge de nommer, M. Bolodja. Non, bien évidemment, il n'a pas la charge seulement de nommer. C'est lui qui a le pouvoir de relever. Non. C'est ça, au fait, la confusion qui règne dans les esprits de nos amis de l'UDPS. Je prends le cas de membres de la Cour constitutionnelle. Aidez-nous alors à lever cette confusion là. Parce que les gens disent que vous faites appel à la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Au-delà de cette loi-là, il y a la Constitution. Bien évidemment. La Constitution, en la matière, est claire. Le président de la République nomme et révoque les magistrats. Ça, c'est la Constitution de la République. Lorsqu'il y a eu un conflit entre la Constitution et une loi organique, voulez-vous que nous puissions obéir à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle plutôt que de donner primauté à notre Constitution? Non, le problème, c'est que la Constitution elle-même a renvoyé à cette loi, à cette fameuse loi. C'est vrai que la loi peut accuser des faiblesses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu des travaux préparatoires. Il y a eu un débat houleux sur ces dispositions-là. Et moi, heureusement, peut-être, j'ai eu la chance de lire les archives parlementaires. Nous avons compris. Et d'ailleurs, il faut seulement se contenter de ce qui est dit parce que la Constitution est suffisamment claire. Le principe de l'acte contraire ne peut pas être mis en exergue par rapport à cette question, d'autant plus que la désignation et la sortie ne sont pas régis par le même principe. Il est dit ceci dans la Constitution, dans son article 158. Le président de la République, par son initiative, peut désigner 3 personnes. Le Conseil supérieur de la magistrature, 3 personnes. Et le Parlement, 3 personnes. Ce qui veut dire que dans la désignation, le président n'a pas le pouvoir plénier de choisir qui il veut. Non, mais attendez. Et aussi, en termes de nomination, l'acte de nomination, c'est l'ordonnance. C'est par ordonnance que ces gens sont nommés.
Mais pour sortir, la Constitution a fixé le mécanisme. Si le juge de la Cour constitutionnelle violait la Constitution, il est traduit devant ses juges, devant ses pairs, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Si on considère qu'il a violé la Constitution, on prend la décision de le déchoir et le président prend acte. C'est ça la procédure. Mais par rapport à la fin du mandat, c'est ce qui a posé problème, ou à la permutation. Le membre de la Cour constitutionnelle ne peut pas être permuté par le bon vouloir du président de la République. La Constitution voulait assez que lorsqu'on atteint le mandat, parce qu'il y a le décès, il y a la démission, il y a la fin du mandat, il y a aussi le tirage au sort. Ce sont les 4 mécanismes que le Constitution ont voulu pour cette Cour. C'est justement pour garantir la stabilité de la Cour, parce qu'on ne peut pas laisser ces juges entre les mains des gens qui peuvent aussi être en conflit d'intérêts avec l'État, ou sinon en violation de la Constitution. Donc, pour qu'un juge ne parte de la Cour constitutionnelle, on doit se baser exclusivement sur ces points-là. Mais avec M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que M. Félix Tshisekedi a nommé 2 juges dans la même composante. Et pourtant, la loi voudrait assez que... proposition dès lors... Le Conseil supérieur... du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur... Les PV sont là, et l'ordonnance, dans ses justifications, dans ses notifications, il dit « vu sur avis et proposition du Conseil supérieur de la magistrature ». Voilà pourquoi j'ai dit... Et le Conseil supérieur de la magistrature n'a jamais nié ça, monsieur. Voilà pourquoi j'ai dit il y a un problème au niveau de la désignation, mais aussi au niveau de la nomination. Par rapport à la désignation, il n'y a aucune disposition qui donne la latitude à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature, de proposer 2 noms. Vous parlez quand même de hauts magistrats. Hein? Non, mais bien évidemment, mais c'est lui qui veut porter... Soyez modeste, ils connaissent la loi mieux que moi. Non, mais bien évidemment, mais c'est lui qui veut porter, ou ceux qui veulent porter plainte, sont aussi de hauts magistrats. Les plaignants aujourd'hui sont de hauts magistrats. Ce qui veut dire qu'ils ont constaté que, bien effectivement, M. Félix Tshisekedi a violé leurs droits. Parce que nous voulons mettre ici en évidence la gravité de la chose. Ce ne sont pas les Congolais moyens. Ce ne sont pas le Tata Baba Wandeko qui veulent porter plainte contre M. Félix Tshisekedi. Ce sont les juges de la même Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire que la situation est quand même grave. Et fort malheureusement, nos amis se laissent emporter. Le principe de l'acte contraire ne peut pas s'exercer, ne peut pas s'appliquer à ces niveaux-là. Il y a aussi le problème du Premier ministre. On a eu ces débats houleux vers les années 2004-2005 par rapport au mode d'accession et aussi par rapport à la fin de l'exercice de la fonction du Premier ministre. Le président de la République nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre ne peut quitter que par décès ou par démission. Ce qui veut dire qu'on n'a pas reconnu au président le pouvoir plénier de révoquer comme il veut. Et dans ce cas ici, il n'y a pas eu question de révocation, mais il y a eu question comment je peux dire, il n'y a pas eu permutation, il y a eu fraude, il y a eu tricherie par rapport au procédé. M. Félix Tshisekedi nous dit qu'il a l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas eu cas de décès, il n'y a pas eu cas de démission. Comment pouvait-il faire partie de membres de la Cour constitutionnelle alors que la Constitution est claire sur ces points-là? On ne peut remplacer qu'une seule personne et après 3 ans. Dans chaque groupe? Dans chaque groupe. Mais lui, il n'a pas respecté ces principes-là. Déjà, au niveau de la désignation, il y a un problème. Deuxième élément, c'est par rapport à la nomination. Lorsque la désignation ne répond pas à la loi, comment pouvait-il prendre un acte de nomination? Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il peut prétexter disant que non, il a été induit en erreur par le Conseil supérieur de la magistrature. Non, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas pris la décision. Le Conseil supérieur de la magistrature aurait proposé à M. Félix Tshisekedi l'acte qui a énervé la Constitution. Ce n'est pas le fait d'avoir été désigné, non. Mais c'est le fait d'avoir nommé ces gens-là sans tenir compte du mode de désignation fixé par la Constitution. Voilà, aujourd'hui, nous avons 2 juges qui voudraient porter plainte contre la personne qui a prêté serment. Qui a fait les vœux de respecter, de faire respecter cette Constitution. J'ai fait ici référence à l'article 74 de la Constitution. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas respecté sa propre parole. Et lorsque vous allez à l'article 165 de la Constitution, là aussi c'est clair. Lorsque le président de la République viole intentionnellement la Constitution, il peut être traduit en justice. Mais dans la procédure, nous avons 3 niveaux de prise de décision. J'ouvre une parenthèse avant d'arriver à la procédure judiciaire.
la loi, elle est claire, hein, parce que bon, vous soutenez Fayoulou. Fayoulou dit que le président doit être mis en accusation, mais la loi dit que le président est mis en accusation pour violation intentionnelle de la Constitution. La question de l'intentionnalité, là, il faut aussi l'éprouver. Non, mais c'est prouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, pénalement, pouvons-nous prouver que c'est vraiment par mauvaise intention que Félix Antoine Tshisekedi a violé la loi? Bien évidemment. Il peut vous mettre pour preuve le fait que ça soit sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Non, mais le problème, c'est que nos amis de l'UDPS ont tendance à oublier facilement des faits politiques. Il n'y a pas longtemps, on a eu un débat houleux sur les contre-saints. C'est ça l'intentionnalité, c'est ça l'intention de M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas voulu assez que ces fameuses ordonnances controversées soient contresignées par le Premier ministre. Il a tout fait pour que ça soit contresigné par un membre de son parti. Voilà pourquoi nous disons qu'il est rattrapé par sa propre turpitude. Le Premier ministre était en voyage, hein? Non, mais bien évidemment, il était en voyage en mission. Il était en mission. L'intérimaire avait la plénitude. Du tout. Ça, ce sont des incultes qui peuvent dire ça. Parce que ce qui est vrai, le contre-saint n'a pas un caractère formaliste. Non, le contre-saint, c'est un acte politique. Ce n'est pas une formalité administrative. Lorsque vous assumez l'intérim, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de l'administration politique, lorsque vous assumez l'intérim, votre pouvoir est encadré. Vous avez un pouvoir réduit. Mais là, il s'agissait d'un acte éminemment politique. Voilà pourquoi ils sont rattrapés aujourd'hui par leur propre turpitude. Ils ont voulu contourner le principe sacro-saint du fonctionnement de l'État. Ils ont fait signer à un vice-premier ministre. Et nous voulons rappeler ici, lorsque vous lisez l'article 166 de la même Constitution, on vous dit, lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution, on ne va pas seulement poursuivre le président de la République, on doit aussi poursuivre la personne qui a contresigné l'acte. Ce qui veut dire qu'on doit en principe poursuivre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Comment vous le prouvez, M. Bouloudja? Non, mais c'est justement parce qu'il a tout boutiqué. Prouvez-nous que le président a eu l'intention de violer la Constitution. Il a tout boutiqué. Il y a tous les éléments ici en termes de contre-saint. Il y a aussi en termes de la signature, parce qu'il suffisait seulement de consulter la Constitution et la loi de la République pour comprendre qu'on ne pouvait pas faire partie de deux personnes de la même composante au même moment. Et au-delà de ça, il y a un autre débat qui semble être négligé, c'est par rapport à la démission du président de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a des documents qui attestent qu'il n'a jamais démissionné. Mais comment a-t-il été remplacé? C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi veut avoir la maîtrise de l'appareil judiciaire. Et pour de fins occultes que d'aucuns ne maîtrisent pas. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a effectivement l'intention de nuire aux intérêts de la République. Voilà pourquoi il ne veut pas respecter la Constitution. Et aujourd'hui qu'il est rattrapé, nous considérons qu'il doit être traduit en justice parce que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, quant à Martin Fayoulou, je ne sais pas si Martin Fayoulou a initié une démarche allant dans le sens de traduire en justice M. Félix Tshisekedi. Non, M. Martin Fayoulou, comme tous les autres Congolais, d'ailleurs, nous autres, nous l'avons dit bien avant. Nous avons eu un débat ici avec un ami, l'un de vos, un membre du CACH ici, qui a dit que non, la démarche était louable, était normale. Et aujourd'hui, on vous ramène dans le même débat, vous dites non, il n'avait pas l'intention. Mais s'il n'avait pas l'intention, pourquoi a-t-il nommé, alors que la condition était claire? N'a-t-il pas de conseiller? Il avait l'intention de nuire. Et son souci, c'était quoi? De maîtriser la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, il doit répondre. Et on ne dit pas que traduire M. Félix Tshisekedi en justice serait le condamner d'office. Non. Il a aussi droit d'avoir des avocats. Il peut être jugé comme tous les autres Congolais. Si les juges considéraient qu'il a effectivement violé la loi, et la Constitution et la loi, et qu'il y avait vraiment intention, il serait sanctionné. C'est en ces moments-là qu'on parlera de son remplacement. Ce n'est pas maintenant. Et pourquoi sont-ils agités? Parce qu'ils savent qu'il a violé. Il n'y a pas que ça comme violation. Lorsque M. Félix Tshisekedi a réduit les libertés individuelles en prenant de manière unilatérale une ordonnance controversée, une autre ordonnance controversée, en réduisant les libertés individuelles sous prétexte que c'était état d'urgence, c'était aussi une violation et c'était intentionnel. Lorsque vous prenez le fameux programme prophétique des 100 jours, où il a pris l'argent de la République, il a donné à ses amis et connaissances, c'était aussi une violation de la Constitution, c'était aussi intentionnel. Lorsqu'il a suspendu l'installation du Sénat,
C'était aussi une volonté de nuire aux intérêts de la République. Moi, je crois que M. Félix Tshisekedi n'est pas un dieu. Il peut être traduit en justice. Il doit se choisir de bons avocats qui vont le défendre au niveau de la Cour. Non, mais le problème aussi par rapport à cet état des choses, Fayoulou dit qu'il appelle le Parlement, un peu comme Terongoy, à pouvoir mettre en accusation le chef de l'État. On dit que ça, c'est également une sorte d'analphabétisme juridique. Le président de la République est mis en accusation sur demande du procureur après la Cour constitutionnelle. Comment votre champion Fayoulou, lui, deuxième aux élections présidentielles, ne peut-il pas comprendre la procédure pour que le président se retrouve devant la justice? Deuxième ou premier? Il n'a pas été deuxième. M. Félix Tshisekedi a été kabylokratiquement élu. Je crois que sur cette question-là, il a été... Non, mais officiellement... Non, mais attendez, officiellement, c'est conformément à la loi. Officiellement, ce n'est pas par rapport au statut des règlements. Soyons légaliste. Non, mais la légalité voudrait assez que la publication se fasse sur base de procès-verbaux. Non, mais vous saviez cela, vous êtes allé quand même à la Cour constitutionnelle avec Fayoulou. Pas moi. Pas moi. Je parle de Fayoulou. Oui, mais moi, je ne suis pas son porte-parole. Je parle de Fayoulou. Je ne suis pas son porte-parole. Ce qui est vrai, pour que ça soit légal, pour que ça soit conforme à la loi, il faut que nous ayons le procès-verbaux. M. Félix Tshisekedi les résultats ont été publiés sur base des clés USB. Il n'y a aucune disposition de la loi qui les dit. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été élu conformément à la Constitution. Celui qui est élu conformément à la Constitution est élu conformément à la loi électorale. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et par rapport... Revenons. Et par rapport à la procédure, moi je crois que je voudrais d'abord inviter nos amis à bien lire l'exposé des motifs de la Constitution. Parce que ça traduit pratiquement la synthèse, ou sinon la philosophie, qui a gouverné sa rédaction, sinon son élaboration en tant que projet de société. Dans cet exposé des motifs, il est clairement dit que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, peut prendre l'initiative de mettre en accusation le président de la République. Vous parlez de l'exposé des motifs, c'est pas un article. Non, mais attendez. Non, mais c'est ça la confusion. Vous ne pouvez pas aller ester en justice avec un exposé des motifs. Non, mais bien évidemment, ce sont des résumés. Vous ne pouvez pas évoquer l'exposé des motifs comme argument pour ester en justice. Non, mais attendez. L'exposé des motifs nous permet de connaître la philosophie des dispositions. L'exposé des motifs vous amène à baliser le chemin sur ce qui vous attend. Non, mais bien évidemment. Et lorsque nous allons à l'article 165 de la Constitution et l'article 166, on va plus être éclairé. Parce que lorsque vous lisez l'article 165, on vous dit que le Parlement, c'est le Parlement qui prend la décision de la mise en accusation. Non. C'est le Parlement. Donnez-moi mon téléphone. C'est le Parlement. Non, monsieur Bolo, c'est le Parlement qui prend l'initiative, la décision. Il doit avoir une constitution ici. C'est le Parlement qui prend la décision de la mise en accusation. Sur demande du procureur. Pas nécessairement. L'initiative peut partir du Parlement, l'initiative peut partir du procureur, mais le procureur ne peut poursuivre le président de la République sur décision du Parlement. Non, mais monsieur Bolodja, la mise en accusation du président de la République est une procédure judiciaire et non pas parlementaire. Les choses doivent être claires. Non. Le Parlement n'a pas le droit d'enclencher une action publique contre le chef de l'État. Ça, c'est évident. On n'a pas besoin d'être à l'université et d'avoir fait les droits pour comprendre ça. Non, le problème, c'est que les gens ne veulent pas comprendre la philosophie de la Constitution. La Constitution a voulu assez que nous mettions sur pied de cadres, de garde-fous pour qu'il n'y ait pas de dérive dictatoriale comme c'est le cas aujourd'hui. Le Parlement peut prendre l'initiative de mettre en accusation le président de la République. Le procureur général, le procureur près la Cour constitutionnelle peut prendre l'initiative. Mais cette fois-là, il doit passer impérativement par le Parlement pour que celui-ci prenne la décision. La décision est prise au niveau du Parlement. Mais au-delà de ces deux mécanismes, il y a aussi un autre mécanisme que d'aucuns semblent négliger. L'article 64. Lorsque le président de la République viole intentionnellement la Constitution, c'est-à-dire qu'il met en mal les intérêts de la République, la population aussi peut les sanctionner politiquement. C'est-à-dire qu'il y a une dimension politique, il y a une dimension juridique et judiciaire. Et dans la dimension politique, c'est le Parlement. La dimension politique, c'est le Parlement et la population. Il y a une dimension judiciaire qui est la Cour constitutionnelle. C'est ça la philosophie. Il suffit seulement de lire les archives parlementaires pour vous en rendre compte. Moi, je dis, ça c'est un faux débat. M. Félix Tshisekedi a-t-il violé la Constitution, oui ou non? Oui. Le fait seulement qu'il a violé la Constitution, il a mis en mal la charpente institutionnelle. Et cela sous-entend qu'il avait l'intention effectivement de nuire à la République. Il doit être traduit en justice.
Si on considère que le procureur près la cour constitutionnelle ne peut pas le poursuivre, vous savez pourquoi ils insistent sur ces mécanismes-là? C'est justement parce qu'ils considèrent que le fait qu'il a été nommé par M. Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il est sous ses manettes, c'est lui qui les téléguide, il va faire ce que Félix Tshisekedi. Non, il y a eu cas de violation intentionnelle de la Constitution. Il suffisait seulement que le procureur se saisisse de la chose et demander à la Cour, au Parlement d'autoriser la mise en accusation. On allait avoir M. Félix Tshisekedi être le premier président de la République à avoir été jugé pour avoir violé intentionnellement la Constitution. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour la République. L'arrestation de Félix Antoine. Non, mais bien évidemment, parce que nous ne pouvons pas accepter d'avoir un président qui ne sait pas respecter la Constitution. On a cité beaucoup de cas de violation de la Constitution et nous considérons qu'il doit être le premier président à avoir franchi les murs de Makala. Si on considère qu'on ne peut pas le mettre en Makala, on peut le mettre quelque part, mais qu'il soit arrêté pour avoir violé intentionnellement la Constitution. C'est ça la démarche. Il ne suffit pas seulement de s'attaquer à M. Martin Fayulu. Et d'ailleurs, Martin Fayulu n'a initié aucune démarche. Martin Fayulu, il a soutenu publiquement la démarche. Tous les constituants aussi ont soutenu. Toute la population congolaise a soutenu. Parce que la volonté de la population... Attendez. Dans la population, il y a mon caméraman, il y a moi, il y a mon réalisateur. Vous n'avez pas demandé nos avis. Hein? Non, mais peut-être qu'il ne sait pas qu'en votant pour la Constitution, il a voulu assez que le président de la République soit traduit en justice. Parce que cette Constitution est passée par référendum. Donc nous considérons pour notre part, on ne doit pas continuer à faire des exceptions. M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution, il doit être traduit en justice. Mais politiquement, lorsque vous soutenez la démarche de Théodore Ngoy, c'est pas là faire le jeu de Kabila et du FCC. Parce qu'aujourd'hui, vous faites tomber Félix Antoine Tshisekedi et vous donnez le pouvoir à Alexis Thabo Mbamba. Rien n'est sûr que Thabo Mbamba va organiser les élections dans les 2 ou 3 mois qui suivent. Et même si par bonheur Thabo Mbamba l'a organisé, rien n'est dit que Martin Fayulu va gagner ces élections. Non, mais apparemment... C'est pour ça qu'on dit que Fayulu a reçu 3 millions de dollars américains de la part de la Kabylie. Non, mais ça c'est un débat de la rue. Moi, personnellement, je ne peux pas y entrer. Non, ça, c'est un débat de la rue. Moukeba, il nous a démontré non, ici. Non, mais Moukeba, il n'est pas dans le monde des esprits. Moukeba, il n'existe pas. Non, mais attendez. Je suis désolé. Moukeba est dans le monde des idées. Moukeba, il n'existe pas. C'est un militant comme tout autre. Il donne son avis et son avis n'a pas force de loi. La vôtre... Non, mais moi, j'ai fait mes analyses. C'est à vous de tirer des conclusions. Non, moi, je ne peux pas... Mais Moukeba, il nous révèle ici que... Raymond Tchibanda contacté par vidéoconférence, facilité par Mozito. 3 millions de dollars américains sont sortis pour que Martin Fayulu joue aujourd'hui les jeux du FCC. Non, mais attendez. Lorsqu'on rédigeait ou carrément on élaborait la Constitution, M. Mike Moukeba et M. Fayulu n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. M. Fayulu est arrivé ici au Congo, je crois en 2006, pour postuler comme député national et député provincial. C'était vers 2004. C'est dans ses habitudes. Hein. C'est lui qui a fait que Kimbuta soit gouverneur. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Peut-être. Moi, je suis mieux placé pour parler de cette situation-là parce que j'étais membre de l'Union pour la Nation. C'est lui qui a fait que Kimbuta soit gouverneur. Non, mais ça, si nous avons vu des poubelles de Kimbuta ici, c'est à cause de Martin Fayulu. Non, ça c'est de l'histoire. Vous devez assumer ça. Non, mais attendez. Moi, j'ai commencé la politique en 2002. Et en 2002, au Lengankoy, en 2004, en 2006, était le directeur général de la campagne de M. Bemba. Son adjoint, c'était Théodore Ngoy. Après Théodore Ngoy, il y avait Mme Bazaïba. J'ai participé dans toutes les réunions pratiquement. Il y a des vidéos qui existent. Je connais un peu ce qui s'était passé. M. Bemba avait déjà 22 sièges au niveau de l'Assemblée provinciale. Il n'a pas voulu associer le membre de l'Union pour la Nation. Monsieur André Kimbuta a obtenu 26 voix. Ce n'est pas la voix de Martin Fayulu qui a fait de André Kimbuta gouverneur. Non, c'est faux. Ça, c'est méconnaître l'histoire. Il y avait 48 votants. Et M. Adabo Mbola a obtenu 22 voix de membres du MLC. C'est faux. Ça, ce sont de faux débats. Ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, les gens se posent la question si M. Félix Tshisekedi partait, il serait remplacé par M. Thabo Mbamba. Mais vous savez pourquoi M. Thabo Mbamba est président? C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi a cautionné la forfaiture électorale. Si M. Kabila n'avait pas la majorité, si on avait effectivement laissé la population se choisir des bons dirigeants, on n'allait pas avoir la majorité dans FCC Cash. La FCC Cash n'allait pas avoir la majorité. Le fait que M. Félix Tshisekedi a cautionné la forfaiture, c'est ce qui a donné à M. Kabila la majorité parlementaire.
Donc il n'a qu'à se faire, il ne peut pas se faire prévaloir de sa propre Non, mais d'ailleurs, lorsqu'on parlait de l'article 165, M. Félix Tshisekedi n'avait même pas l'ambition d'être candidat. À cette époque-là, c'était peut-être son papa, ce n'était pas lui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est un faux fuyant de nous dire que non, voilà, s'il partait... Vous êtes à la solde de la Kabila. Non, mais attendez, supposons alors, bien que nous ne le souhaitons pas, supposons aujourd'hui qu'il soit... qui perdait son âme, ou qui mourrait aujourd'hui. Qui sera président d'après la Constitution? Celui qui ne veut pas soutenir Kabila ne peut pas soutenir Félix Tshisekedi. Ceux qui ne veulent pas de Kabila ne peuvent pas soutenir Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi et sa cohorte, c'est une invention du FCC-Cash. C'est une invention de Kabila. Ils sont là parce que Kabila l'a voulu. Alors, si nous voulons faire autrement les choses, nous disons, nous, au niveau de la nouvelle classe politique de l'opposition, étant donné que vous avez peur de Tambwe Mwamba, qui a été aussi élu comme M. Félix Tshisekedi. Il a été bureaucratiquement élu. Étant donné que la Constitution a fixé le mécanisme pour sanctionner un président de la République qui veut intentionnellement la Constitution, et comme vous avez peur de M. Tambwe Mwamba, alors ne passons pas par le Parlement, passons par la population. L'article 64. Parce qu'avec l'article 64, que ce soit M. Tambwe Mwamba, M. Félix Tshisekedi et tous les autres vont partir. Donc comme ça, on va instaurer une révolution populaire. Non, mais comme ça, on va instaurer un nouvel ordre politique avec de nouvelles institutions qui seront cette fois-là l'émanation de la population. Ça, je peux comprendre. Mais nous dire que non, voilà, M. Félix Tshisekedi sera remplacé. Mais il peut aussi mourir, il n'est pas éternel. Mais qu'est-ce que vous avez prévu au niveau du FCC-Cash pour son remplacement? Vous avez dit, au regard de la Constitution, nous choisissons Tambwe Mwamba. Ce sont eux qui ont choisi Tambwe Mwamba. Ce n'est pas M. Fayulu. Qui a choisi Tambwe Mwamba? C'est Félix Tshisekedi et M. Kabila. Et pourquoi ils ont peur de Tambwe Mwamba? Et la condition est claire. Les élections doivent s'organiser 4 mois au plus tard. S'il n'y a pas de moyens, donc il y a vacances au sommet de l'État, là maintenant la population va se prendre en charge. Vaut mieux sauver 3 ans. Il y a l'article 70, hein? Non, mais bien évidemment, non, lui n'est pas concerné. Non, mais lui n'est pas il va assurer l'intérim. Il n'est pas président revêtu de la légitimité nécessaire. Il ne peut pas faire au-delà de ça. Il suffit seulement de comprendre la vision du constituant pour vous en rendre compte. La Constitution n'a pas dit que celui qui va faire l'intérim du président sera revêtu du pouvoir plénier comme le président élu. Non. Donc là, Martin Fayulu ne fait pas le jeu de la Kabylie. Non, mais il n'a même pas raison. Est-ce que M. Félix Tshisekedi s'est désengagé avec M. Kabila? Est-ce qu'il a déjà fait une déclaration disant que je ne veux pas de M. Kabila pour vous soucier de lui? Lui veut être au pouvoir. Et c'est lui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est M. Kabila. Et lorsqu'il se partage le butin, il ne pense même pas à la population, il pense à Kabila. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire voir qu'il a le souci de préserver. M. Félix Tshisekedi se bat pour qui? Il se bat pour lui-même. Il ne se bat même pas pour les militants de son parti. Il se bat pour lui-même, il se bat pour ses intérêts. Voilà pourquoi nous disons, le fait seulement qu'il a violé intentionnellement la Constitution, on ne peut pas prétexter disant que non, voilà, on doit les laisser là parce que nous avons peur de Tambwe Mwamba. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi peut violer la Constitution comme il veut, parce qu'on va profiter de cette incise-là, disant que non, voilà, il va être remplacé. Non, il peut être remplacé par Tambwe Mwamba, mais Tambwe Mwamba n'aura pas le pouvoir plénier. Et nous disons, comme vous ne voulez pas de Tambwe Mwamba, il y a une autre disposition que vous semblez négliger, l'article 64. Faisons partie et Tambwe Mwamba et M. Félix Tshisekedi. C'est ça votre proposition, vous? Bien évidemment, de l'opposition. Bien évidemment, nous l'avons toujours dit. Nous voulons qu'il y ait l'avènement de la 4e République. Dans la 4e République, le président ne sera pas considéré comme un dieu, comme ce que nous voyons aujourd'hui. On ne peut plus critiquer M. Félix Tshisekedi. On ne peut plus les sanctionner. Parce qu'on considère que c'est lui le Moïse, c'est lui qui va libérer le Congo. Lorsque la population s'était coalisée pour faire partie de M. Félix Tshisekedi et M. Kabila, la personne qui a donné des béquilles à M. Kabila, c'est M. Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui M. Kabila a encore le pouvoir plénier de manipuler même l'institution président de la République, c'est justement parce qu'on a fait de lui l'autorité morale d'une majorité parlementaire. Donc ils ne peuvent pas prétester aujourd'hui. Nous considérons pour notre part l'avènement de la 4e République doit être imminente. Nous voulons effectivement que nous passions par la 4e République. Nous devons avoir une nouvelle constitution où M. Félix Tshisekedi et M. Kabila ne seront pas candidats. On va le mettre de côté. Et en ce moment-là, on va convoquer un congrès fondateur pour mettre en place le mécanisme de la mise en place de... Monsieur Bolo Djahomey signale alors être content petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez par rapport à cet autre sujet d'actualité, la question du suffrage indirect. Vous avez suivi le FCC, comment il s'appelle
Ngoï Kassanji, dire que pour des raisons de réduction des budgets, on peut passer d'une élection à suffrage direct vers une élection à suffrage indirect. Vous réagissez comment? Non, mais il est anachronique déjà parce qu'il n'a pas intégré plusieurs dimensions. Ce qui est vrai, ce ne sont pas le propos de Ngoï Kassanji. C'est quelque chose qui a été boutiqué bien avant. Moi, je vous renvoie au discours de prestation des serments de M. Félix Tshisekedi. Il est allé dans le même sens. En disant quoi? En disant qu'il faut réformer, il faut revoir le mode de scrutin. Il en a parlé. Allez lire son discours au Congrès. C'était la même philosophie pratiquement. Il est allé dans le même sens. Ce qui veut dire que c'est un projet qui a été boutiqué au niveau du FCC-CACH. C'est ça, en fait, la substance du deal. On fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et en contrepartie, on va faire à la Poutine, on va mettre en place un mécanisme pour nous garantir la survie politique. On va faire à la Poutine, vous êtes président et puis ça sera M. Kabila et puis ça, il va encore revenir. C'est lui-même qui avait prophétisé sur ça. Et aujourd'hui, on veut nous emballer dans ces débats-là. Nous considérons pour notre part, la question électorale future ne peut pas être débattue aujourd'hui. D'autant plus que nous n'avons pas résolu le premier problème, la crise de légitimité. Aujourd'hui, on voudrait nous dire que non, on doit réformer le système électoral. Et en se basant exclusivement sur la CENI. Et voilà, il y a un autre Congolais qui ajoute un autre élément au nom du FCC-CACH, disant que le président de la République doit être élu au suffrage universel direct. Et sous prétexte, il serait rationnel d'avoir ce type d'élection pour réduire les coûts. Mais il oublie qu'ils ont intégré un autre paramètre important, la machine à voter. Si au départ, nous avons des difficultés par rapport au financement des élections, mais étant donné qu'on va faire les élections le même jour avec la machine à voter, quelles sont les dépenses spécifiques au président de la République qu'on va rencontrer par rapport au processus électoral? Parce qu'on va voter le président avec le même bulletin que tous les autres. Quelles sont les dépenses spécifiques qu'on va engager pour justifier de passer au suffrage universel direct? Et ils oublient que lorsque vous changez le suffrage, vous changez même la philosophie de la Constitution. C'est-à-dire qu'on va quitter pratiquement au semi-présidentiel pour aller vers le parlementarisme. Le président de la République doit faire allégeance aux parlementaires. C'est-à-dire qu'il doit prêter serment devant les parlementaires. Il va répondre devant le parlementaire. Le Premier ministre n'aura plus le même pouvoir qu'avant parce qu'on ne peut pas avoir et le Parlement et le gouvernement et le président de la République être l'émanation du Parlement. Ils vont changer la philosophie de l'État. Or, la Constitution ne voudrait pas c'est que nous allons dans ce sens-là. S'ils veulent nous rejoindre, nous pouvons plutôt proposer une nouvelle Constitution. Et dans le disposition transitoire, on doit préciser que M. Félix Tshisekedi et M. Kabila ne peuvent pas être élus, ne peuvent pas déposer leur candidature. Comme ça, on va sauver la République. On peut rester dans l'ancien système ou sinon changer certaines variables pour nous permettre d'avoir de bonnes élections. Ce sont de faux fuyants. C'est une stratégie qui a été mal boutiquée. Nous considérons que c'est une distraction. Aujourd'hui, l'épineuse question que nous devons tous débattre, devons-nous continuer avec cet ancien système où M. Kabila a le pouvoir de faire de quelqu'un président de la République, a le pouvoir de se donner une majorité parlementaire, a le pouvoir de gérer le problème en violation de la volonté de la population? Nous disons non. Voilà pourquoi nous voulons demander à la population de nous accompagner dans cette vision, de convoquer un congrès fondateur et de mettre sur pied une nouvelle constitution pour que nous entrons effectivement dans la 4e République. Parce que d'aucuns semblent oublier, d'ici 2060, on va totaliser 100 ans. Il y a le velléité du Rwanda et les autres pays, sur notre pays. Et on veut nous amener dans cette distraction. Non, on doit d'abord affranchir notre pays. Il faut mettre fin à l'occupation. C'est en ce moment-là qu'on va parler des élections. Voilà pourquoi nous voulons demander à la population d'enclencher l'article 64, de faire partie M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, FCC-CACH, tous dehors. C'est en ce moment-là qu'on va parler des élections. Pas dans ces conditions-ci où M. Félix Tshisekedi et M. Kabila continuent dans leur théâtralisation de la scène politique et on veut nous distraire avec des élections qui ne vont pas aboutir. Non, nous voulons d'abord affranchir notre peuple avant de parler des élections. Alain Bolodjo, on va terminer cette émission. Je vous donne 1 minute pour réagir aussi par rapport aux insultes. Vous avez suivi qu'il y a des militants des partis politiques qui s'attaquent à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Il y en a eu également avec Bijou Goya qui s'est vu être
insulté en direct par le président de sa chambre, M. Alexis Thambwe Mwamba. On a demandé la levée de ses immunités pour être poursuivi. La chambre haute du Parlement a refusé. Comment vous jugez cette politique-là d'insultes qui commence de plus en plus à prendre corps aujourd'hui dans la classe politique congolaise? Non, mais ça a commencé bien avant. Hein. Tout est parti des l'UDPS. En cherchant à désacraliser le pouvoir de Mobutu, ils se sont livrés dans les insultes. Moi, j'ai vu, on a insulté Mobutu, on a insulté sa femme, ses enfants. J'ai vu, on a insulté Kabila, on a insulté sa femme et ses enfants, et même son chien. Ils ont insulté tout le monde, et aujourd'hui, ils continuent avec leur philosophie. Ce qui m'a plus surpris, c'était plutôt l'attitude de M. Mike Mukebai, qui s'est permis d'insulter une femme qui ne fait même pas la politique. Parce que lorsqu'on est en politique, bien évidemment, je ne soutiens pas. Il a présenté des excuses après. Non, il doit le faire autrement. Il doit le faire autrement parce qu'en insultant la femme, c'est son ami. Nous nous connaissons, c'est son ami. Mais Mukebai était là où vous êtes là. Non, mais il a présenté ses excuses. Non, mais pourquoi l'avoir fait? Pourquoi avoir insulté la femme de l'autre? Non, c'était fait à dessein. C'était fait à dessein, c'est une habitude. Moi, je ne peux pas m'attaquer à la femme du président. Vous ne verrez jamais m'attaquer à la femme de M. Félix Tshisekedi, jamais. Parce qu'elle ne fait pas la politique. La fille d'Ngokas l'a fait. Non, mais effectivement, mais pourquoi tout le monde a réagi? Et pourquoi cette fois-ci on ne veut pas réagir? Mukebai a quand même présenté ses excuses. Non, mais il n'avait pas le droit de faire ça. C'est une honte pour la classe politique. C'est une erreur, il a reconnu. Non, mais ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Non, c'est une faute, ce n'est pas une erreur. Bon, il a reconnu. C'était fait à dessein, c'était fait volontairement. Il a reconnu. Non, mais il a reconnu, mais il doit faire autrement. Il doit passer dans tous les médias pour demander pardon. C'est ça en fait la sincérité. Parce que ce qu'il a fait là, moi personnellement, je n'ai pas compris. Ce qui m'a quand même surpris. Quand je le voyais avec Daniel Issaf, moi je pensais qu'ils étaient vraiment des frères. Et lorsque vous avez des conflits d'intérêts avec votre frère, il faut vous attaquer à sa femme. Qu'est-ce que sa femme venait faire? Sa femme ne fait même pas la politique. Et voilà, aujourd'hui, il y a encore ces nouveaux partis que vous appelez généralement l'UDPS, qui vient encore de faire l'exploit d'insulter. C'est un nouveau parti. C'est un nouveau, créé en 2009. C'était un groupe de pression. C'est à peine qu'ils viennent d'être parti politique. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Non, mais vous oubliez Thambwe Mwamba avec Bijou Goya. Non, mais effectivement, mais je parle aujourd'hui de l'UDPS, parce que ça, on en a déjà parlé. L'UDPS, vous envoyez un cadre devant votre siège, insulter une femme. Et ce qui est surprenant, une femme autorité d'une institution ou chef président d'une institution qui a permis à ce que M. Félix Tshisekedi ait le ministère de l'Intérieur. C'est quand même antinomique, c'est quand même décevant. Pourquoi insulter? Parce que si c'est un débat d'idées, on doit se limiter au niveau des idées. Moi, je n'ai pas insulté M. Félix Tshisekedi. Peut-être j'ai été trop dur, mais je ne l'ai pas insulté. Pourquoi insulter une femme? Et ce qui est aberrant, la personne n'a pas été sanctionnée par son parti. C'est-à-dire que ça a été commandité par le chef du parti. Parce que nous avons des vidéos, on leur donne des stupéfiants pour insulter les gens, pour casser. Et voilà, il y a un cadre qui a fait ça devant leur siège. Et personne n'a réagi. Ils veulent justifier ça. Comment peut-on justifier l'immoralité? Nous condamnons et nous considérons que M. Kabila va tirer des leçons de son erreur. Il a détourné la volonté de la population. Il a créé un monstre. Et voilà, aujourd'hui, il ne le maîtrise pas. Comment voulez-vous confier l'avenir de notre pays entre les mains des gens qui n'ont même pas de notion de morale? Comment expliquer lorsque vous insultez, et vous insultez une femme, et ça passe à la télé, ça passe en boucle, tout le monde en parle, et tout le monde considère que c'est normal, c'est ça l'état des droits. Non! C'est une honte d'avoir un parti politique comme l'UDPS à la tête du pays. C'est vraiment une honte. Merci beaucoup Alain Bolodja. Je rappelle, madame, messieurs, que notre invité ce soir, c'était monsieur Alain Bolodja. Il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, NCPO. Bien évidemment. On vous souhaite bon vent avec votre caucus NCPO. En tout cas, nous vous remercions pour l'opportunité. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Sine Tsumbu, chapeau bas à vous. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous.